Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on a l'opportunité de jaser avec des athlètes de haut niveau, des femmes vraiment avec un parcours inspirant parce que l'objectif de la discussion aujourd'hui, c'est de parler des femmes dans le sport, de réduire les barrières dans la pratique du sport pour les femmes. Mais vous voyez déjà à l'écran avec moi, avant je vais me présenter, Roselyne Filion, c'est moi qui vais diriger cette discussion-là aujourd'hui pendant 1 heure. Et j'ai avec moi Sandrine Mainville, médaillée olympique des Jeux de Rio en 2016 en natation. Salut Sandrine. Salut Roselyne. Comment tu vas? Bien, toi? Très, très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant de jaser de ton parcours d'athlète et maintenant, juste avant d'entrer en direct, on se jasait de ton après-carrière et maintenant, tu es avocate. Je veux commencer en parlant avec toi de qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer dans le sport? Est-ce qu'il y a quelque chose ou un élément déclencheur qui te dit, moi, je vais faire de la natation, je vais commencer dans ce sport-là et je vais être une fille active? En fait, c'est dur à dire. J'essaie de me remettre dans la petite Sandrine de 10-11 ans qui allait seulement à l'école puis qui faisait un petit peu comme tout le monde. Tu sais, j'avais des amis à l'école, j'étais sportive. J'ai fait plusieurs sports quand j'étais jeune. Ma mère a travaillé et travaille encore dans un centre sportif. Fait que ça m'a permis de toucher à tout. Mais mes deux parents avaient toujours eu ce gène-là de compétition, puis ils m'ont vraiment poussé un moment donné à vraiment choisir un sport puis d'y aller à 100%, puis ça s'est fait vraiment de façon naturelle. Il y a pas eu un élément déclencheur, je te dirais, mais dès que j'ai goûté au sport, puis dès que j'ai senti que je pouvais vraiment trouver ma voie puis me démarquer dans le sport, c'est là que la passion est venue instantanément puis que je me suis vraiment mis là, des objectifs un après l'autre pour essayer d'arriver d'être la meilleure de moi-même dans le sport. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Mais toi, dans ta carrière, oui, comme en faisant du sport, tu as développé cette passion-là pour aller plus loin, pour atteindre tes objectifs. Mais est-ce que le sport t'apporte autre chose que ce dépassement physique-là? Parce que on le sait, ça a des qualités outre et c'est des qualités qui te servent maintenant comme jeune femme sur le marché du travail. En quoi le sport t'apprend autre chose que des qualités physiques, par exemple? C'est une très bonne question. En fait, je m'en rends compte maintenant que j'ai pris ma retraite puis que je suis sur le marché du travail. En fait, je me rends compte une carrière de sportif, c'est comme si on avait une mini-carrière avant de commencer notre carrière professionnelle où ça nous apprend des multitudes de leçons de vie, comme tu dis, qui sont pas nécessairement reliées à l'aspect physique, mais plus comme ça, c'est des leçons de vie. Tu sais, je pense à la confiance en soi qui est super important, mais aussi juste comment réagir à des événements, que ça soit des hauts et des bas, de juste comme gérer tout ça, avoir le sens des priorités. Moi, je me souviens, il y a eu beaucoup d'événements dans ma carrière où je me suis ramassée vraiment à être déçue de moi-même, puis de pas trop savoir comment réagir. Finalement, d'être capable de vraiment revenir d'une épreuve comme ça, puis d'être motivée à aller vers l'avant, d'avoir une espèce de perspective à long terme, donc de pas nécessairement focuser sur le résultat, mais plus sur le processus, puis d'être capable de vraiment profiter de chaque petit moment qui va nous amener au résultat final, parce que, bon, tu parlais que j'avais une médaille olympique. Il y a beaucoup de personnes qui pensent seulement au résultat final puis qui oublient de penser que tout ça, c'est un processus qui peut s'échelonner sur des années. Puis ça, il faut vraiment en profiter puis de vivre le moment présent. Puis c'est toutes des petites leçons de vie qui sont arrivées pendant mon parcours que je suis capable d'appliquer après ça dans ma vie professionnelle. Puis au début de ta réponse, tu parlais de confiance en soi en faisant du sport. Il y a une fille sur 3 qui vont pas faire du sport par manque de confiance, puis par intimidation, par on va rire des filles. Comment tu pourrais passer un message aux jeunes filles à commencer le sport malgré tout, puis à se bâtir cette confiance-là au travers des épreuves que tu as vécues dans ta carrière? Ouais, mais en fait, tu sais, il y a un sport pour toutes les jeunes filles, puis ne suffit seulement de le trouver, en fait, puis de trouver ce qui est fait, tu sais, en fonction de notre aspect physique, là, parce qu'on s'entend que le sport est un petit peu, en fait, le corps d'une femme est un petit peu adapté en fonction du sport qu'on fait. Donc,
Une fois qu'on l'a trouvé, là, moi, ça a été la natation. Puis encore une fois, dans la natation, là, il n'y a pas un modèle de femme là, parfait pour faire une épreuve X. Mais moi, tu sais, je veux dire, je me suis mis là-dedans, puis je veux dire, j'ai trouvé ma voie. Mais je pense que quand on met beaucoup d'efforts, puis qu'on se rend compte que finalement, on est capable d'exceller au niveau personnel, là, on parle pas nécessairement par rapport aux autres, mais on est capable d'exceller puis d'être fier de nous-mêmes là-dedans. On est capable de sortir de là puis d'être fier, puis d'avoir justement de la confiance qui est associée avec ça, qu'on peut transférer après ça dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Donc, tu sais, je peux comprendre que des jeunes filles peuvent avoir des barrières comme ça en commençant, mais je pense que quand on regarde ça à long terme, c'est beaucoup plus bénéfique d'y aller vraiment à fond, puis de se dire comme d'avoir un monde un peu parallèle de notre vie personnelle qui est un petit peu distinct de monsieur et madame tout le monde, puis qui nous identifie en tant que personne. Puis ça, je pense que c'est bénéfique là, pour n'importe quelle jeune fille. Justement, t'avais-tu un modèle féminin, toi, plus jeune ou même adulte, pour te motiver, pour t'encourager, te pousser à aller plus loin puis à continuer dans ton sport? En fait, moi, j'ai toujours préféré avoir des modèles qui sont proches de moi et non des modèles, tu sais, comme on pense à Michael Phelps, tu sais, que j'ai jamais rencontré puis que je pourrais jamais m'associer nécessairement à une personne comme ça. Moi, mon modèle, c'était Victoria Poon, qui était, je suis sûre que tu la connais, qui s'entraînait avec moi au Centre national à Montréal. Donc, elle était un petit peu plus âgée que moi, elle avait beaucoup plus d'expérience que moi, mais c'est une personne que je voyais à chaque jour puis que je pouvais voir puis qui, si j'avais des questions, pouvait me répondre. Puis ça, je trouvais ça super bénéfique parce que, tu sais, j'écoutais même ce que le coach lui disait, de la façon qu'il se parlait. Puis moi, j'apprenais là, à chaque jour comme ça. Puis ça a été mon modèle là, jusqu'à la fin. Là, même quand je suis allée aux Olympiques en 2016 puis qu'elle était pas là, je continuais de penser aux expériences que j'avais vécues avec elle puis qui m'avaient permis de me rendre où est-ce que je me suis rendue. Est-ce que tu lui as jasé de ça? Est-ce que tu lui as dit à quel point c'était une inspiration? Puis peut-être que j'aurais pu lui dire plus. C'est sûr qu'on dirait qu'on s'en rend compte encore une fois, plus quand on sort du sport que quand on est dedans, puis qu'on apprécie vraiment justement les rencontres puis les expériences qu'on a eues avec telle personne. Donc, mais tu me fait penser, Roselyne, je devrais peut-être réécrire à Victoria Poon pour lui dire qu'elle m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Il n'est jamais trop tard pour justement lui en parler. Puis peut-être le fait qu'elle t'a aidé, est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens le besoin d'aller parler aux jeunes filles, de partager ton expérience, puis de leur expliquer ton parcours, que quand on croit en quelque chose, peu importe les circonstances, qu'on peut l'atteindre, que ce soit dans le sport ou pas dans le sport? Ouais, ben en fait, je l'ai fait beaucoup là, dans ma transition, quand je diminuais un petit peu l'entraînement puis que je commençais ma vie professionnelle, j'en profitais pour aller dans des écoles puis parler aux jeunes sur les effets bénéfiques du sport, puis tu sais moi mon parcours pour que eux ils puissent être inspirés d'une façon ou d'une autre avec ce genre de parcours-là. Puis justement, en fait, récemment, il y a une personne qui a une fille qui fait de la natation, qui m'a demandé des conseils. Je suis allée prendre un café ou plutôt un chocolat chaud avec elle. Puis j'ai parlé de ma carrière, puis j'ai donné des conseils sur en fait, parce qu'elle avait 12 ans, sur comment commencer à 12 ans, tu sais, quel choix prendre. Puis je me suis vue un petit peu à travers elle. Puis c'est sûr que d'avoir des modèles tôt, ça peut nous inspirer à vraiment persévérer puis continuer dans le sport pour justement espérer à atteindre un niveau, là, que ce soit les Jeux olympiques, peu importe, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on veut atteindre. J'essaie le plus possible quand ça se présente de prendre des opportunités comme ça parce que je sais que c'est super positif, l'aspect. Des fois, on s'en rend pas compte, l'aspect qu'on peut avoir, l'impact qu'on peut avoir sur des jeunes filles, des jeunes athlètes, mais dès que ça se présente, là, j'en profite. Est-ce que dans ton discours pour parler aux jeunes, parce que les Olympiques, c'est une chose, mais de garder une fille active dans un sport, c'en est une autre. Comment tu partages ou tu véhicules ton message en pas nécessairement leur disant que les Olympiques, c'est absolument ça qu'il faut atteindre, mais qu'il y a tout un parcours qui est aussi valorisé que
aller aux Jeux olympiques? Mais ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, c'est de pas se concentrer sur le résultat, mais plus sur le processus, puis d'être capable d'apprécier tous ces petits événements-là qui vont s'offrir à nous dans notre carrière. Puis, tu le disais, tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui vit les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est pas nécessairement tout le monde qui veut y arriver. Donc, c'est justement d'être capable d'aimer ce qu'on fait, puis de réaliser qu'on apprend beaucoup avec le sport, puis de justement en profiter, puis d'y aller à fond. C'est fou, quand on est là-dedans, des fois, on se rend pas compte l'impact que ça peut avoir après, mais comme je disais, c'est quand on en sort qu'on s'en rend compte. Mais quand je parle de ma carrière, tu sais, ça revient à la confiance en soi, mais aussi d'avoir un bon support autour de nous. Donc, c'est sûr que d'avoir des personnes autour de nous qui nous supportent, puis qui croient en nos objectifs, puis en ce qu'on veut accomplir, c'est très valorisant, puis ça nous aide un peu à cheminer dans une voie, sachant qu'on est supporté. Puis ça va là, des amis, de la famille, de l'école. Je pense que c'est toute une espèce d'équilibre là, alentour de ça qui est super important à avoir. Donc je parle de tout ça un peu. Et justement, est-ce qu'il y a des moments dans ta carrière, dans le développement de la confiance en soi, où il y a des gens qui t'ont sous-estimé, qui ont sous-estimé ton potentiel, puis comment tu gères ça? En fait, sais-tu quoi? J'ai l'impression que c'est plus le contraire. C'est moi-même qui m'ai sous-estimée. Puis justement, ça remonte, là, j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit, là, aux Jeux du Québec en 2005, quand je faisais ma première compétition. Là, dans ma tête, c'est une très grosse compétition. Puis à ce moment-là, je pense que j'avais 13 ans, puis je compétitionnais contre des filles de 15 ans, puis on s'entend qu'à cet âge-là, une différence de 2 ans peut avoir un gros impact. Puis moi, j'avais vraiment ça dans ma tête. Je me disais, c'est sûr que j'ai moins de chance que les autres et tout. Puis j'avais participé, dans le fond, à la finale du 50 mètres papillon. Après les préliminaires, j'étais deuxième. Mon coach avait vraiment confiance en moi. Il me disait que j'avais des chances d'arriver première. Puis moi, dans ma tête, j'y croyais pas. Je me sous-estimais, là, puis ça a vraiment paru après ça dans ma course, dans la finale. Je suis arrivée deuxième par 2 centièmes de seconde. Puis j'ai réalisé à ce moment-là que, tu sais, des fois, ben c'est la confiance en soi, ce qu'on pense, ça va vraiment avoir un impact direct sur la façon qu'on exécute. Puis après ça, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé à quel point c'est important, tu sais, d'avoir confiance en ses capacités, parce que c'est un peu, c'est ça, c'est la tête qui dicte comment on exécute, puis ça a un gros impact. Juste comment on marche sur le bord d'une piscine ou sur le bord d'un plateau sportif. Puis après ça, d'être capable dans l'eau, en fait, ça se fait naturellement là, quand on a confiance en soi, d'être capable de se dire, ben, on se mesure contre des athlètes qui sont au même niveau que nous, on part tu sais, en natation, on part au même niveau quand ça sonne, et quand ça sonne, mais quand ça fait le signal de départ, on est au même niveau, puis on a des chances égales de gagner. Donc, à partir de ce moment-là, non, j'ai vraiment cru en cet aspect-là de confiance en soi, à quel point ça peut avoir un impact. Donc, ouais. Ton entourage qui t'a remonté le moral, ou qui ont vu que tu te tapais sur la tête puis que tu sous-estimais ton potentiel, tes parents, tes entraîneurs qui ont fait, écoute, t'es à ta place, ça va bien, fais-toi confiance? Ben, c'est venu un peu de tout le monde. En fait, tout le monde me parlait des Jeux olympiques. Puis moi, dès que j'entendais le mot Jeux olympiques, je me suis dit, c'est pas à moi que ça arrive, c'est aux autres. Je me souviens, mon coach, il m'avait assis, puis on parlait d'un plan pour aller aux Jeux olympiques. Puis j'étais, de quoi tu parles, les Jeux olympiques? Tu sais, c'est pas moi. Fait que c'est comme, tu sais, comme ça, c'est plus les autres qui croyaient en moi, puis que moi, je me sous-estimais. Puis, mais ça a vraiment été un processus mental. Là, tu y vas, puis tu gravis les échelons, puis bon, c'est le fun de savoir qu'il y a des personnes qui croient en toi parce que tu arrives à un niveau plus haut, plus rapidement, tu sais, mentalement. Donc moi, ça m'a aidé, puis c'est plate parce que c'est pas à tout le monde que ça arrive. Là. Moi, j'en ai entendu des histoires là, de jeunes filles, de jeunes athlètes qui ont dû carrément arrêter leur sport parce qu'il n'y avait pas assez de support comme ça. Donc, c'est vraiment important d'être bien entouré, là, je le réitère. Puis, c'est ça, c'est beaucoup de petits aspects comme ça qui vont faire la différence.
Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans la section commentaires. Ça va nous faire plaisir de partager vos questions, d'avoir Sandrine y répondre. Et je crois également qu'on a une autre athlète qui se joint à nous. C'est la skateboardeuse Annie Gouglia. Alors, je sais, voilà. Salut! Je vais essayer de me mettre dans le milieu. Comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Très, très bien. Merci de te joindre à nous. Puis les filles, n'hésitez pas à échanger entre vous aussi parce que vous avez des expériences complètement différentes. Puis je veux aller directement à toi, Annie. Dans un sport comme le skateboard qui est vu dans du stéréotype gars, skater, dans les parcs, comment tu as fait ton chemin à travers ça et faire ta place comme femme dans le sport? En fait, moi, j'ai commencé à faire du skate autour de 11 ans. Fait que c'était autour du début des années 2000. Puis, c'est sûr que, encore là, tu sais, dans le temps, c'était très majoritairement féminin. Majoritairement masculin. Mais j'ai jamais, personnellement, j'ai pas ressenti ça tant que ça. Tu sais, on n'avait tellement pas accès à de l'information. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, YouTube commençait. Fait que ça m'a pris des années avant de réaliser que c'était juste des gars comme qui faisaient ça, en fait, parce qu'à mon école, on était comme 2 filles puis 5 gars. Fait que, pour moi, c'était comme un tiers des personnes font du skate. C'était pas comme. Puis c'est un peu plus tard que j'ai réalisé, en fait, quand j'ai fait ma première compétition autour de 2003, c'est là qu'il n'y avait pas de catégorie filles. Puis là, j'étais comme, oh, OK. C'est là que j'ai réalisé comme que, puis là, c'est ça, qu'il n'y avait pas d'autres filles. Ils ont fait une catégorie filles pour moi, puis j'ai gagné, j'étais toute seule. Comment tu as justement, est-ce que tu as dû te débattre pour créer une catégorie filles ou ça s'est fait naturellement? Comment on fait sa place dans un monde de gars puis on réussit à l'avoir cette place-là au bout du compte? Oui, en 2006, j'ai rencontré un groupe de filles à Montréal qui s'appelait les Skateboarders. Qui, eux, en fait, se sont regroupés. C'est une 13aine de filles plus âgées, en fait, chez la plus jeune. Puis leur but, c'est de promouvoir le skate féminin, justement. Donc, on allait dans des compétitions, on se présentait, par exemple, à 13 filles, puis on disait, OK, ben faites une catégorie filles, tu sais. Puis, de fil en aiguille, comme ça, on est devenu comme plus connus, si on veut. C'est autour de 2008-2009, on avait 25 000 abonnés sur Facebook, qui était énorme dans le temps, tu sais. Puis, c'est encore beaucoup. Mais dans le temps, c'est beaucoup. Puis on a fait des voyages. Justement, on est allé au Mexique faire des démonstrations de skate. On est allé rejoindre un groupe de filles là-bas. On a fait la même chose en Suède. Donc, on essayait de promouvoir le skate féminin, d'avoir le plus de visibilité possible. Puis en se regroupant, ben, l'union fait la force. Donc, ça avait plus d'impact quand tu vois une quinzaine de filles arriver dans un skatepark, automatiquement tu le remarques, alors que quand tu es toute seule, ben, c'est plus difficile. T'sais. Est-ce que, Sandrine et Annie, vous avez remarqué peut-être dans votre entourage qui est en dehors du sport, vos amis, est-ce qu'ils ont accepté le fait que vous étiez des athlètes, que vous étiez occupés, que vous aviez une passion? Est-ce que ça a été des sacrifices, des choix de laisser sa gang d'amis et d'aller pratiquer son sport? Parce que je trouve qu'il y a un âge critique à l'adolescence où on a le goût d'aller rejoindre sa gang d'amis au cinéma ou peu importe, ou faire des activités et que l'on doit se concentrer sur son sport quand on veut atteindre ses objectifs. Ben, je sais pas si je peux commencer avec ça, mais en fait, dans le skate, c'était vraiment, en fait, c'est complètement l'inverse que je réalise avec ta question. En fait, c'est que moi, tous mes amis faisaient du skate. J'avais pas vraiment de groupe d'amis en dehors du skate, surtout au secondaire. J'avais des amis qui faisaient pas de skate, mais je les voyais à l'école. Puis après l'école, j'allais faire du skate. Puis en fait, tu sais, ça revient au fait que pour moi, comme j'ai jamais été une athlète, on va dire, parce que jusqu'en à peu près 3 ans, tu sais, j'ai toujours fait du skate seulement pour le plaisir. C'était comme ma passion, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Mais ça a jamais été, il n'y a jamais eu comme j'ai jamais eu à faire un choix entre comme faire du skate ou faire autre chose parce que ça a toujours été la chose pour moi. Tu sais, justement, tout mon secondaire, en fait, je me demandais qu'est-ce que les autres personnes qui faisaient pas de skate faisaient. Je me demandais comment ils vivent leur vie, ils font quoi à la fin? Comme ils se lèvent le samedi matin, ils font quoi? Je me rappelle, ça me faisait rire. Et pour toi, Sandrine?
Et moi, je me souviens la première fois que j'ai commencé vraiment à m'entraîner sérieusement. J'étais en 6e année au primaire. Puis en fait, moi, j'avais un petit peu comme toi, Annie, j'avais ma gang d'amis nageurs. Puis il y en avait beaucoup qui allaient à l'école avec moi. Donc, j'avais pas nécessairement l'impression que je me dissociais de mon groupe d'amis à l'école. Puis moi, j'allais vraiment juste rejoindre mon groupe d'amis à la natation. Puis ensuite de ça, à partir du secondaire, en fait, j'ai été dans un programme de sport-études. Donc, encore une fois, là, j'étais entourée de personnes qui ne faisaient que ça. Puis il y avait autant de garçons que de filles. Donc, je me suis jamais vraiment sentie différente. Je pense que ça a été le fun pour ça parce que j'ai vraiment eu l'impression que je me sentais que je faisais partie d'un groupe un petit peu différent des autres, mais d'une façon positive, dans le sens qu'on faisait tout quelque chose qui nous définissait, puis qu'on allait à l'école ensemble, puis après ça, l'après-midi, on allait faire notre sport, puis on revenait à l'école ensemble. Fait que ça, c'est vraiment spécial, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que vous aviez, parce que dans vos sports, bon, évidemment, il y a une catégorie homme, une catégorie femme. Est-ce qu'il y avait des si grandes différences? Est-ce que c'est quelque chose qui était observé ou jugé? Bon, elle est pas capable de faire ça ou elle est capable de faire ça, mais chez les gars, c'est normalement vraiment plus vite ou plus haut. Comment on gérait les différences hommes-femmes dans vos sports? Je sais pas si tu veux commencer. Ouais, en fait, moi, c'est pas vraiment compliqué. C'est vraiment pas compliqué, là. C'est juste que les gars sont plus rapides que les filles. Fait en entraînement, des fois, il y avait des intervalles à respecter, que les gars ils étaient un petit peu plus rapides que les filles. Donc, on avait un ajustement comme ça. Mais sinon, on s'entraînait tout le monde ensemble. Mais dans un couloir, il pouvait y avoir autant de gars que de filles. Des fois, les gars, ils partaient en premier, puis les filles en deuxième. Il y avait de la compétition entre vous, comme ça, sur les performances en entraînement? Ben, des fois, même, je te dirais que plus je m'améliorais, plus je commençais à compétitionner contre des gars. Dans le sens que, tu sais, il y en a qui ils prenaient ça un petit peu moins sérieusement. Puis moi, j'en profitais parce que moi, j'étais vraiment, tu sais, sérieux. Puis à un moment donné, tu commences à vraiment voir le niveau. Puis, tu sais, des fois, les filles, je voulais avoir un petit peu plus de compétition. Fait que j'y allais contre des gars. Mais sinon, tu sais, les entraînements, c'est tout le temps mix, là. Puis j'ai jamais vraiment vu de différence, là, si grande que ça. Pour toi, Annie? Nous, c'est vraiment énorme, en fait, en ce moment, là, la différence entre la performance des hommes et des femmes. Puis, je pense que la raison, en fait, c'est seulement que pendant tellement longtemps, il n'y avait pas de visibilité pour les femmes. Donc, il y avait beaucoup moins de femmes qui en faisaient. Puis, on voit maintenant, par exemple, avec les réseaux sociaux, avec les médias traditionnels qui en parlent beaucoup, qui donnent la parole à des femmes qui font du skate, par exemple, en ce moment. Donc, tout ça, ça aide parce que, par exemple, en ce moment, la deuxième meilleure fille au monde, elle a 11 ans. Fait que pour moi, je trouve que c'est vraiment, c'est très, ça parle beaucoup en fait de voir que la nouvelle génération, c'est ceux qui ont beaucoup plus justement, ma génération a manqué d'opportunités, ce qui est dommage, mais je trouve que maintenant on apprend beaucoup le skate en ce moment, c'est très, c'est le moment, je pense, le meilleur moment pour le skate que ça n'a jamais été en fait. C'est pas une belle phrase, mais en tout cas. Puis, ce que je veux dire, en fait, c'est que la prochaine génération, justement, qui a accès à beaucoup d'inspiration, beaucoup d'opportunités, ben ça va vraiment rapprocher la différence entre les hommes et les femmes là, au niveau de la performance. J'ai aucun doute, là, les jeunes filles de 11 ans nous surpassent déjà. Là, fait que ça va être assez impressionnant, puis ça va être vraiment le fun à voir, en fait. Mais tant mieux de pouvoir voir une évolution aussi drastique chez des jeunes filles quand auparavant on n'était pas là, on essayait juste de faire sa place. Ouais, exact. Nous, j'ai l'impression qu'on se battait justement pour seulement comme pouvoir participer. Tandis que maintenant, comme les jeunes filles ont le droit, qui sont même très encouragées à le faire. C'est vraiment le fun. Par exemple, moi, ça me prenait. La première fois que j'ai vu une fille faire du skate dans une vidéo de skate, on va dire c'était en 2002. Ça a pris 3 ans avant que je puisse voir la même fille comme des nouveaux vidéos d'elle qui faisait du skate. Fait que, si on pense à c'est pas très inspirant si tu as accès à de l'information une fois 3 ans. T'sais. Tandis qu'aujourd'hui, tu peux juste ouvrir ton téléphone, puis tu t'inspires, puis là, tu sors, tu vas faire du skate, puis là, tu as automatiquement des nouvelles idées, puis aussi tu vois ce qui est possible. Oui. Il y a une question qui est rentrée dans les commentaires. À un jeune âge, est-ce que c'était clair pour vous que vous pouviez faire le sport que vous vouliez ou est-ce que vous mettiez des limites dans le sport que vous deviez faire?
C'est une bonne question. En fait, moi, comme je réitère depuis tantôt, c'est un sport mixte, fait que j'ai jamais senti qu'il y avait de barrière, mais c'est clair que je pense que je me remets à quand j'étais plus jeune. Je pense que j'aurais pas aussi facilement commencé un sport comme, mettons, le skate ou le basket ou le hockey parce que ben j'avais pas beaucoup d'amis filles qui en faisaient. Tu sais, moi, en fait, j'ai commencé en natation parce que j'avais beaucoup d'amis filles qui en faisaient, donc je m'associais un petit peu à ça. Bon, donc, je peux comprendre que on est un petit peu influencé par ce que ce que les femmes font, puis où est-ce qu'ils peuvent aller avec ce sport-là. Donc, honnêtement, Annie, moi, je te trouve très forte d'avoir commencé un sport comme ça, puis d'être rendue où est-ce que tu es avec justement les circonstances qu'on connaît, là. Mm-hmm. C'est toi qui as créé le chemin pour les jeunes filles à commencer le skateboard, vraiment? Ouais, j'essaie. Mais tu sais, moi, pour répondre à la question, s'il avait fallu que je fasse le sport que je devais pratiquer, ça aurait été le flag football. C'est ça qui était populaire à mon école. Là. Fait que, je pense que moi, je remets ça comme entre les mains à mes parents, pour vrai, qui ont jamais douté de... Tu sais, par exemple, c'est mon frère qui a eu un skate pour Noël. Ils m'ont pas acheté un skate en premier, mais quand ils ont vu que j'avais un intérêt l'année d'après, j'ai magiquement eu un skate sous le sapin, puis comme ça a vraiment bien à donner parce que ça a été ma passion, j'en ai fait beaucoup plus longtemps que lui, mais tu sais, mes parents m'ont jamais dit, ah ben tu sais, ça c'est pas pour les filles, c'est pour les gars, c'est un jouet, on a fait de la trottinette, on avait des ballons, puis tout, puis quand ils ont vu que moi, ben c'était vraiment le skate, puis que c'était la seule chose qui me passionnait autant, ben tu sais, ils ont jamais remis ça en question, puis je pense que ça a joué je sais que ça a joué un énorme rôle parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents aussi ouverts d'esprit, surtout, c'est comme, on parle de v'là plus que, v'là 20 ans au moins, là, fait que... Quand même. Est-ce que vous avez un message aux jeunes filles qui se cherchent un peu une activité ou qui a peut-être un peu peur de commencer quelque chose pour se faire juger ou se faire dire qu'on n'est pas capable ou de se faire décourager même avant de commencer? Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, vas-y. J'allais juste dire rapidement, comme, je pense que peu importe ce que tu veux faire aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations avec les réseaux, avec Internet et tout. Fait que je pense qu'il y a toujours comme, si tu te sens, par exemple, pas à l'aise, intimidé, d'essayer des sports. Je parle pas pour tous les sports parce que je sais pas, mais si par exemple en skate, il y a beaucoup de safe space pour les femmes, les personnes LGBT, comme non-binaire, trans, peu importe, comme n'importe qui pourrait ne pas se sentir à l'aise dans la communauté du skate, par exemple. Comme il y a des safe spaces, puis je pense que c'est important jusqu'à temps qu'on n'en ait plus besoin. C'est sûr que je préférerais qu'on n'en ait pas besoin, mais comme je pense que pour n'importe qui se sent pas à l'aise dans n'importe quel sport, je suis pas mal sûre qu'il y a toujours comme une alternative ou un organisme ou peu importe, comme qui peut t'aider à t'inclure dans le sport. Puis après ça, ben c'est sûr que le fait d'avoir comme d'avoir accès à un sport, après ça peut monter ta confiance en toi puis t'aider à cheminer là-dedans. Là, mais je pense que s'il y a un message que je peux dire, c'est vraiment comme peu importe ce que tu veux faire, comme c'est possible. Mm-hmm. Puis pour toi, Sandrine? Moi, tout simplement, je dirais d'essayer de trouver des gens autour de nous qui font le sport qu'on veut faire, d'essayer de s'associer à eux d'une façon ou d'une autre. Puis je pense qu'on a beaucoup évolué là, dans les dernières années, là, dans tous les sports. Je pense qu'on n'a vraiment pas la même mentalité qu'avant, dans le sens que quand on commence un sport, on l'associe pas nécessairement à un sexe. Si la personne veut commencer un sport puis qu'elle sent qu'elle n'est pas à sa place ou quoi que ce soit, je conseille vraiment de parler à des gens qui peuvent avoir une certaine influence dans ce sport-là pour que vraiment ils comprennent que c'est offert dans le fond à tout puis qu'il n'y a pas de barrière. Puis c'est ça, si on peut avoir des personnes autour de nous du même sexe que nous ou peu importe, où on sent vraiment qu'on est à notre place puis qu'on peut évoluer là-dedans. Puis dans le fond, si on aime vraiment ça, je pense qu'on devrait se limiter à ça. L'important, c'est d'avoir du plaisir puis de se sentir à notre place. Donc, moi, je conseille vraiment d'y aller puis de ne pas se poser trop de questions.
Les filles, je voulais vous dire un gros merci, Sandrine, Annie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre parcours est plus qu'inspirant. Puis définitivement, on va vous suivre dans ce que vous faites. Sandrine, tu es maintenant avocate. Et Annie, la route vers Tokyo 2021, parce que le skateboard est un nouveau sport admis aux Olympiques. Alors, merci d'avoir partagé votre histoire, puis bonne chance pour la suite. Merci à toi. Merci, Annie. Merci, salut. Salut. La Bye-bye. discussion ne se termine pas ici parce que j'ai deux autres athlètes qui vont se joindre à moi. Christina Alogbo en water polo et Jennifer Abel en plongeon. Salut les filles! Salut! Comment vous allez? Ben, je pense que ça va super bien. Christina, mon micro. Ah. Ciao, girls. Salut, les filles. Vive 2020 sur les rencontres en ligne. J'arrive avec la technologie. J'étais encore un peu en arrière. Ça, c'est nouveau. Là. J'ai appris comment ça se connecte Bluetooth. Là. Ben, au moins, on est ici en Europe et au Canada, puis on est connecté pas mal assez bien. C'est ça que j'allais dire. Christina, tu es en direct de l'Italie où tu poursuis ta carrière de poloiste là-bas. Comment ça se passe? Ça se passe. Présentement, on est retourné en quarantaine. Je venais juste de sortir en quarantaine, mais là, je suis retourné en quarantaine parce qu'il y a eu un petit cas de COVID. Fait que pour mesures sécuritaires, tout le monde encore de nouveau, les procédures. Mais je viens juste de finir un entraînement sur le bike. Puis la belle vue, la belle la Vita qu'ils disent ici, tu peux pas t'enlever de ça, mais on faut continuer quand même puis rester en forme mentalement, physiquement. Fait que, faut trouver le moyen. On parle de femmes dans le sport, puis je voulais entendre votre parcours. Je vais commencer avec toi, Jen. Tu as commencé parce que tu as été influencée par ton grand frère, mais est-ce que tu as eu des modèles féminins pour où tu t'es sentie représentée ou que tu as senti que tu pouvais atteindre quelque chose quand tu as commencé? Toi aussi, t'es sur mute, je pense. Ah, bon, ben, bon, ben, en fait, c'est parce que j'ai enlevé mon micro parce que je suis encore à la piscine, puis il y avait des bruits de tremplin. Ouais. Donc, pour pas interrompre. Mais là, je pense que c'est bientôt terminé la pratique. Donc, oui, moi, effectivement, c'était mon grand frère qui m'a inspirée quand j'étais jeune. Tout d'abord parce que j'ai commencé à faire de la nage synchronisée, mais moi, tu sais, nager en dessous de l'eau, sortir mes pieds, c'était vraiment pas pour moi. Je trouvais ça beaucoup trop difficile. J'aimais mieux plonger puis tu sais, sentir l'adrénaline. J'ai toujours été une petite fille qui avait besoin d'adrénaline, de bouger. Puis je pense que j'ai jamais eu vraiment une fixation sur quelqu'un, mais je pense qu'avoir été la plus jeune de l'équipe pendant plusieurs années, puis avoir eu, mettons, toi comme modèle, Megan, ou même avoir partagé des moments avec Émilie, c'est ce qui a fait que j'ai pu regarder. Je vous ai regardé, puis je me suis dit, tu sais, quand je vais être rendue à cet âge-là, c'est là que je veux être moi aussi. Tu dis que je suis vieille? Ben, je dis que je me prépare dans ce qui va arriver 4 ans plus tard. Jen, je veux aussi souligner le fait que tu es la première femme noire à remporter une médaille olympique en plongeon. Est-ce que non seulement c'est un accomplissement exceptionnel, mais de pouvoir être l'exemple d'une communauté complète, c'est quelque chose qui te rend fière? Ben écoute, c'est certain que ça me rend super fière, mais ce que je suis vraiment fière, c'est plus de montrer aux gens que c'est possible, puis qu'il faut qu'on arrête avec les stéréotypes, puis ce sport-là, il est fait pour une ethnie, ce sport-là, il est fait pour un autre. Non, 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 c'est quand tu veux, tu peux. Puis, tu sais, je pense que j'en suis la preuve. Les gens, ils pensent que les Noirs, ils savent pas nager. Puis moi, puis Christina, on est clairement... on montre l'exemple en disant que non, on sait clairement nager. Puis, tu sais, Christina, je pense que toi, tu es clairement la preuve là, que ça se fait pendant des heures. C'est difficile, mais ça se fait, tu sais. Donc, je pense que c'est ça la plus grande fierté, c'est de pouvoir montrer aux gens que ça suffit les stéréotypes et que j'en suis la preuve formelle. Christina, de ton côté, encore une fois, peut-être le water polo est perçu comme un style de garçon. J'imagine que c'est le chien qui sont à côté de toi. Ouais, c'est ça. S'il s'énerve, là, c'est l'heure de la marche. Là. Non, c'est sûr. Puis là, mes écouteurs sont presque finis.
Si on m'entend pas, dis-moi les, faites-moi signe. Là. Parfait. Ben non, mais c'est sûr que le sport de water polo, c'est très dominé en Europe masculin. Je veux dire, en Amérique quand même, on a fait beaucoup de démarches pour que ça soit quand même assez fort, même au Canada. Mais je veux dire, international, juste la plus grosse exemple, c'est l'égalité de sport d'équipe aux Jeux olympiques. Je veux dire, vous avez rappelé comment on s'est battu pour que le water polo, qu'on soit là au moins 12 équipes égales comme les hommes. Puis ça a pris jusqu'à 2020 pour avoir juste au moins 10 équipes. Fait que là, on est rendu à 10 équipes. Puis même en 2000, ils sont battus pour qu'on aille aux Jeux olympiques. Fait que, c'est sûr, dans mon sport, c'est plus dominé par les hommes. Mais en fait, l'affaire qui me dérange le plus, c'est comme moi aussi, quand j'ai commencé, j'étais jeune, c'était mix, c'est que t'essayes, tout le monde essaie, puis les filles puis les gars, puis on joue tout ensemble. Puis vers un certain niveau, t'arrives vite, ben, on commence à stéréotype, tu sais, puis on catégorise, OK, ben, les femmes doivent jouer juste ensemble, les gars tout ensemble, mais tu sais, la force d'un athlète, je veux dire, on peut embarquer qu'une femme peut être aussi forte qu'un homme dans certains sports. C'est sûr, avec notre sport, c'est là où ça devient un petit peu plus difficile parce qu'il y a le physique d'un homme qui est 6 pieds 5. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, au niveau de tactique, puis technique, puis même d'intelligence dans le sport, je veux dire, ça se compare pas. Puis c'est là où on a eu un peu plus de misère dans notre sport pour dire, justement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde de FINA, de water polo. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui montent. Là, on commence avec l'arbitrage, mais je veux dire, ça a pris des années et des années à arriver où on est aujourd'hui pour le water polo. Est-ce qu'on a essayé de te décourager au fil du temps, comme étant une fille où tu n'avais pas ta place là, ou peut-être que tu devrais faire autre chose, ça ne vaut pas la peine? Est-ce qu'on t'a découragé comme ça? Ça se peut, mais moi, mentalement, je laisse pas personne me décourager, là, tu sais. Mais je veux dire, oui, tu sais, je veux pas avoir la tête sûre, mais tu sais, genre, c'est sûr qu'il y a du monde qui va te décourager dans tous les sports ou qui vont donner des noms. Je veux dire, j'ai eu d'autres pays qui m'ont appelé certains noms, mais tu sais, ça rentre dans une oreille, ça sort parce que tu as un objectif, puis je veux dire, tu sors tu veux jouer ce sport-là, tu es en amour, tu es passionné, puis les autres choses qui rentrent, c'est des challenges qui rentrent, mais des obstacles que faut que tu affrontes tant qu'athlète ou tant que de femme de couleur ou de femme, tu sais, je veux dire, fait c'est des choses que, tu sais, j'ai comme pas dépensé d'énergie là-dessus, puis j'ai plutôt regardé à des joueurs hommes et femmes qui sont devant moi, qui ont des certains, comment on appelle ça, skills, talents, des habilités, puis je veux dire, j'ai resté plus en l'entour de ça, puis je m'ai dit pourquoi pas avoir ma propre identité et faire mon propre nom, tu sais, plutôt au côté positif. Puis c'est sûr que c'est pas si facile que ça, mais je veux dire, si tu restes plus concentré sur tout le développement que tu peux avoir tant qu'athlète, tant que personne, au lieu du négatif, je veux dire, t'avances plus dans ta vie, t'avances plus dans ton sport, puis dans les choses que tu es passionné. Puis tu dis de créer une identité, ça s'adresse aussi à toi, Jen. Est-ce que c'est votre entourage qui a contribué à vous développer cette force de caractère? Parce qu'on se connaît personnellement, puis je sais à quel point vous êtes des femmes fortes et de caractère. Est-ce que votre entourage a contribué à vous forger cette carapace-là, de se dire, moi, il n'y a personne qui va me dire, je ne suis pas capable? Ben, c'est certain, tu sais, on peut s'en parler longtemps. On en a vécu des moments qu'on s'était dire que il va falloir travailler 2 fois plus fort que les autres, il va falloir donner plus. Moi, je regarde même encore aujourd'hui, je suis la première à arriver à 9 heures, puis à terminer en dernier. Puis c'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est dans mon éthique. À moi, c'est comme ça. J'aime ça donner à mon 100%. J'aime ça toujours ajouter des nouveaux défis aussi. Puis je pense que c'est grâce à ces qualités-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis encore là. Malgré ces nombreuses années. Pourquoi, Christina? Moi, c'est sûr aussi, je veux dire, on se connaît très bien. Je veux dire, on vient du même club aussi de Camo, où on a eu des entraîneurs, où qui nous ont poussés, mon entourage. Je veux dire, j'aurais pas été où je suis aujourd'hui de mon côté sport à mon côté familial et amis et entourage partout. Tu sais, même en sport, quand on se voit dans le bord de piscine, entre nageuses, puis plongeon, puis water polo, puis lanche synchro, je veux dire, on est capable de vivre des moments, puis s'en partager, puis genre, prendre de ça, puis surmonter nos problèmes sur un et l'autre. Tu sais, je veux dire, ça l'a toujours aidé, puis vous voir là aux Jeux olympiques, puis vous voir, tu sais, puis je vais être là un jour avec vous, tu sais. C'est sûr que ces petits moments-là m'ont toujours aidé à continuer. Puis là, je suis arrivée où je suis la plus vieille athlète
féminine de water polo, tu sais, fait que c'est sûr que je suis arrivé à une décision de prendre ma retraite de l'équipe nationale parce que les deux, c'était un peu plus dur physiquement, mais le sport, je l'ai encore dans moi, puis je suis ici encore en train d'essayer de jouer professionnel à un niveau assez élevé. Fait que, je veux dire, ce côté-là me jamais, tu sais, c'est sûr que ça ne l'a jamais descendu de moi. Je pense que mes écouteurs. On m'entend? Ça va bien. OK, ça l'a fait bip bip. Mais je veux dire, c'est sûr que. Puis l'entourage mondial aussi, quand j'ai voyagé, j'ai joué partout dans le monde, c'est juste du monde qui ont continué à me supporter puis m'aider à surmonter les plus gros défis que j'avais devant moi. Mais d'ailleurs, le fait que tu aies pris cette décision-là de dire, écoute, je vais quitter l'équipe nationale canadienne pour aller me concentrer au sport que j'aime le plus au monde dans une carrière professionnelle, comment, puis moi je trouve que c'est admirable ce que tu as fait parce que non seulement tu n'as pas besoin du statut d'athlète olympique pour réussir, pour dire que ta carrière c'est un énorme succès, comment tu en es venu à ça, puis comment tu vas partager cette information-là que les Olympiques, c'est pas grave si tu n'y vas pas. Ben, ça a été tough. Je veux dire, c'était pas facile. Je veux dire, on peut se le dire, tant qu'athlète, les jeux, on l'a dans la tête pendant 4 ans, chaque cycle. Tu sais, je veux dire, fait que c'est quand même une pensée dans ta tête pendant 4 ans. C'est des obstacles qui arrivent dans ce cycle olympique-là. Et je veux dire, dans la dernière année de 2020, avec la pandémie, tu as eu du temps, la tête, elle roule. Fait que c'est sûr, je suis arrivé à plusieurs décisions qui alentourent avec cette décision-là. Mais dès le début du cycle, je m'ai toujours dit, je le prends jour par jour, partie par partie, tournoi par tournoi. Puis, tranquillement, pas vite, en vous regardant toutes aux Jeux olympiques et même les athlètes de water polo, je veux dire, on a été aux mondiaux ensemble, on a été à plusieurs affaires. Puis, le cheminement que j'ai fait tant qu'athlète puis tant que personne, ça m'a apporté à maintenant me dire, je suis assez fier de qui je suis. Fait que si j'ai pas cet objectif-là de Jeux olympiques, je vais l'avoir d'une autre façon, tant qu'entraîneur, tant que même athlète qui a fait partie de cette génération-là pour y être. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres façons de le regarder. C'était pas facile parce que c'est sûr qu'après 4 cycles olympiques, tu commences à dire, ben là, t'es presque là. Mais aussi, il faut faire des choix de vie, puis des choix de physiquement, est-ce que le corps, il peut en prendre, mentalement aussi, tu sais. Mentalement, je pense que j'aurais pu, mais physiquement, c'était un peu tough, puis c'était là où la décision a fait pas mal de plus de sens de dire, je choisis un, mais faut que mentalement, je sois correct avec ce parcours-là. Puis justement, je veux dire, je suis fier de le parcours que j'ai fait avec mes anciennes coéquipières à justement cette équipe-là qui va être là en 2021. Puis de ton côté, Jen, qui en est à ton 4e cycle olympique, comment tu continues à développer ou à forger un objectif au travers à travers ces années-là? Ça fait tellement longtemps que tu es là. Comment on se renouvelle? Comment on garde la tête froide avec ce qui se passe? Mais moi, en fait, tu sais, je tiens à dire une petite parenthèse. Christina, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je m'en souviens quand j'étais jeune, je te voyais au Centre-Claude, c'était super motivant de te voir aussi. Puis, ce que tu viens de dire, je trouve que c'est tellement important parce que c'est vrai que nous, les athlètes, des fois, on a tendance à se perdre pour les Jeux olympiques. Puis juste le fait que tu as mentionné que tu as été capable de prendre ta décision, puis tu vas t'accomplir d'une autre façon, puis que tu l'as assumé. Pour moi, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment beau à entendre, puis c'est une motivation pour moi. Puis de là en revenir à ta question, Roselyne, les Jeux de Rio 2016 ont été super difficiles pour moi, justement parce que je me suis tellement perdue pour les Jeux olympiques, puis finir 2 fois 4e. Ça m'a blessée, mais d'une façon que toi, tu sais, ça m'a blessée comme si je venais de rompre avec une relation à long terme, tu sais. Puis, j'ai pris justement l'année 2017 pour savoir qui je suis en tant que femme et non juste Jennifer Abel, l'athlète qui gagne des médailles. Donc, c'est vraiment ça qui m'a gardée comme motivée à apprendre à me connaître en tant que bonne athlète, mais aussi une bonne femme qui sait où est-ce qu'il s'en va dans le futur. Puis, c'est certain que la décision qui a été prise de prendre, qui a été prise en fait de repousser Tokyo à 2021, ça a été une décision choquante pour toutes les athlètes. Surtout celles qui sont qualifiées, dont moi et ma partenaire Mélissa, on était qualifiés pour Tokyo.
Puis c'est difficile. Puis quand les gens ils disent ben c'est seulement 1 an, ben 1 an est très difficile. Oui. 1 an, c'est pas juste 1 an. 1 an, c'est long pour un athlète. Il y a beaucoup de choses qui Physiquement, peuvent se passer. mentalement. Physiquement, mentalement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 1 an. Donc, tu sais, j'essaie vraiment d'y aller au jour le jour. J'essaie de pas trop penser à qu'est-ce qui peut arriver. Puis on essaie de trouver une solution puis de travailler sur la personne qu'on peut être et non simplement l'athlète. Et c'est vraiment, vraiment inspirant ce que vous nous partagez aujourd'hui, surtout l'amitié qui coexiste entre athlètes, c'est quelque chose qui va au-delà du sport. Et le sport, justement, qu'est-ce que, en dehors, voilà, on en a parlé un petit peu plus tôt en ouverture du live, mais qu'est-ce que le sport vous apporte comme personne? Ça a des qualités, ça a des avantages. On va pas faire du sport que pour gagner des médailles, performer, atteindre un objectif, mais pour se développer en tant qu'humain. Puis je vais prendre le temps d'inclure Annie qui n'a pas disparu. Annie Goubiel est toujours dans la discussion. Bonjour! C'est backstage. T'es backstage. je veux vous entendre sur qu'est-ce que ça vous apporte parce que le sport, ça a des qualités super importantes pour ce qui va nous suivre dans la vie après ou encore pendant qu'on fait le sport. Je vais commencer avec toi, Christina. Ben, c'est sûr que ça te donne une détermination, mais une capacité d'être passionné, de rêver, mais surtout la discipline, d'être concentré à faire quelque chose, puis avoir des objectifs, puis y atteindre. Fait que moi, c'était pas mal dur, à l'école, tous ces trucs-là. Mais avec le sport, c'était facile de se dire, OK, il faut que je reste concentré parce que si je suis capable de faire cet exercice-là dans le match, je vais être capable de faire ça. Fait que tu restes discipliné, puis tranquillement, pas vite, ça m'a amené à une discipline que je me trouve aujourd'hui que là, j'essaie de reprendre des trucs et essayer de rentrer dans le monde de business. Et j'ai un peu de difficulté, mais en même temps, d'un côté plus avantageux, et c'est que je prends comment on dit ça, task, une tâche. Une tâche, c'est ça, excuse, italien, français, anglais, ça roule. Je prends une tâche, puis je me mets concentré, mais j'arrive à le faire à un maximum que tout le monde ici sont surpris que, ah wow, comment ça? Puis je pense que en partageant avec plusieurs athlètes de mon équipe de water polo retraités, souvent, c'est ça les commentaires que les compagnies, les gens, plus tard, après carrière, c'est ça qu'ils reçoivent, c'est des athlètes sont très disciplinés et capables d'affronter une tâche à un niveau où ce que des fois, on voit pas dans les gens qui prennent quelque chose, qui vont au maximum, puis qui donnent à 100%, puis qui donnent même un résultat de 110% des fois. Mm-hmm. Puis Annie, ça développe de la résilience pour des périodes de pandémie comme on vit en ce moment? Oui, ben tu sais, moi, j'aime toujours dire que le skate, c'est vraiment comme un outil de développement personnel parce que, puis justement, c'est ce que j'apprends à des jeunes, par exemple. C'est comme, ça t'apprend la persévérance, la résilience, c'est comme self-awareness, la patience aussi, ça prend tellement de temps à apprendre des nouveaux trucs. C'est comme, je pense que ça se traduit dans tous les sports, mais c'est comme l'aspect de communauté aussi dans le skate est super important. Puis comme tu disais, Christina aussi, comme le fait d'être capable de focusser sur une tâche, c'est comme sur ce que tu es en train de faire dans le moment présent, c'est hyper important en skate parce que si t'es pas concentré, littéralement, tu tombes sur le béton, on s'entend. Il faut que tu sois super comme concentré puis self-aware puis vraiment dans le moment présent, parce que sinon tu te blesses, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup au-delà de la pratique du skate elle-même. Puis pour toi, Jen, c'est non seulement de se développer des petits objectifs, mais c'est des trucs qui vont pouvoir te suivre après. Là, quand on est capable de se mettre un objectif, de l'atteindre et de voir le développement vers ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne en plongeon. On a des petits objectifs à chaque plongeon, une petite affaire. Ça nous suit après. Ben, c'est certain que ça nous suit. Puis, tu sais, si je peux prendre par exemple ce qu'on démontre à la télé, on semble maîtriser la situation, mais en dedans de nous, c'est tout à fait le contraire. Qu'est-ce qu'on ressent? Puis, tu sais, de vaincre la peur aussi. Parce que, tu sais, comme Annie, ben nous, on retombe soit dans l'eau, mais mal, ou sur la planche. Ouais, donc, non, c'est pas mieux. Exact. Il faut vraiment être concentré. Ça fait mal. Ça fait encore mal. Puis, tu sais, je pense que ça nous apporte une façon de voir les choses puis de travailler. Puis quand tu as un objectif, c'est de l'atteindre à la perfection.
Puis en plongeon, tu sais, tant qu'on n'a pas la note parfaite du 10, c'est jamais bon. Puis tu as toujours ton entraîneur qui est là pour te critiquer. Donc, je pense que ça te permet, toi aussi, de t'évoluer en tant que personne, de pouvoir prendre l'autocritique, puis l'amener à quelque part d'autre pour l'amener à quelque chose de meilleur. Je peux vous confirmer maintenant que je suis retraitée, que cette critique-là, elle est mieux acceptée, elle est mieux reçue parce qu'on est tellement habitué de se faire dire qu'est-ce qui est pas correct, qu'est-ce qui est fait ça. Dans la vie de tous les jours, maintenant, c'est facile de prendre ces commentaires-là puis de l'appliquer. C'est le même processus. Ça a un avantage. Ben, je te garantis que j'ai hâte d'être rendue là. C'est juste un an. C'est juste un an. C'est juste un an. D'ailleurs, Jen, je veux comme bifurquer vers une autre thématique parce que tu compétitionnes aussi dans le synchro mix aux 3 mètres, donc un homme, une femme. La première fois que ça a été instauré, il y a eu beaucoup de critiques à savoir, ben là, ça n'aura pas de bon sens, les hommes sont bien plus forts que les femmes et ça a été au centre des discussions souvent. Comment toi, tu as fermé tes oreilles là-dessus, tu as dit non, je suis assez forte pour être aux côtés d'un homme qui, d'ailleurs, ton partenaire, François Imbeau-du-Lac. Ben, en fait, je pense que c'était une belle bataille pour les femmes de montrer que nous aussi, on est capable d'être aussi puissante ou de tourner à la même hauteur puis une même vitesse qu'un homme. Moi, je m'en souviens quand ça a été commencé en 2015, c'est certain qu'on faisait ça pour le fun. Mais moi, je l'ai plus pris comme un défi personnel parce que je me suis dit que si je suis capable d'être à côté de Francky, eh bien, ça va juste m'amener du positif dans mes plongeons à moi en individuel. Puis, c'est ce qui est arrivé, en fait, avec le plongeon que je fais d'un DD de 3.4, d'un degré de difficulté de 3.4, le 2,5 avant avec 2 vrilles. J'avais beaucoup de misère à le faire. Puis quand j'ai commencé à le pratiquer à ses côtés, ça s'est vraiment décliqué comme ça. Puis ça a été le plongeon clé qu'aujourd'hui fait en sorte que je suis souvent sur le podium ou que je maîtrise très bien. Puis avec les années, depuis 2015, ça a été aussi instauré en championnat du monde. C'est quand même un titre qu'on peut aller chercher. Puis, tu sais, quand moi et mon partenaire, au dernier championnat du monde, on a terminé 2e par 0.4 de la médaille d'or, ben ça nous a fait mal parce qu'on était comme, oh my God, on a passé par moins d'1 point d'être champion du monde. Donc, c'est vraiment une épreuve que nous aussi, on prend à cœur malgré tout. Puis aujourd'hui, ben, il y a des critères de sélection dans cet événement-là, comme ceux en synchro normal d'homme à homme ou femme à femme ou en individuel. Comment on peut enlever le stéréotype qu'on doit comme séparer les filles des gars, mais qu'ensemble, on peut apprendre, on peut aider un gars même, on peut aider une fille à se développer à son meilleur potentiel. Ça peut fonctionner ensemble, non? Bien, je pense que ça s'est vu quand que l'équipe chinoise et l'équipe canadienne performaient, si c'est pas meilleur que les équipes en synchronisation normale, si je peux le dire, du même sexe. Quand que François et moi, on a commencé à battre les Chinois, puis qu'on a commencé à faire des scores qui est quand même assez très intéressants, dans les 330, 340 points, je pense que c'est là que les gens ils se sont dit, OK, il y a vraiment un potentiel à aller chercher un événement ou une compétition qui est très forte, puis qu'on peut aller chercher un bon spectacle aussi. Puis aujourd'hui, si on peut prendre l'exemple, on est nous les Canadiens, les Asiatiques, les Chinois aussi. Puis il y a les Australiens qui font une liste quand même assez intéressante qui est de calibre de les mêmes plongeons que les hommes font. Mais il y a une fille qui est là-dedans, donc ça montre aux gens que c'est pas vrai. Les femmes aussi, on est capable de faire des plongeons comme du même degré de difficulté que les hommes. Puis je pense que on en est la preuve. Puis, si on essaie de se projeter un peu dans l'avenir, comment on peut être plus inclusif avec les filles? Comment on peut aller les chercher, les motiver à bouger, à faire du sport pour le plaisir ou pour la compétition? C'est quoi vos trucs pour aller sensibiliser les jeunes filles à bouger? Moi, j'ai répondu à cette question-là tantôt. Oui, Annie, on en a parlé tantôt. Christina, je vais avec toi.
Ben, c'est sûr que commençant comme ça, se regrouper en tant que femme de sport de haut niveau, puis d'en parler maintenant, c'est ça, le truc numéro un, c'est d'en parler aux médias sociaux, puis tout ça, à travers, tu sais, aller dans les écoles. Maintenant, les écoles sont réouvertes, mais tu sais, peut-être avoir une façon de faire un streaming vers des écoles, parce que, tu sais, maintenant, c'est comme ça que les choses avancent avec ces jours-là de la pandémie, mais, tu sais, c'est sûr que ça commence à quelque part. Je veux dire, on en a fait, tu sais, je veux dire, je pense que on a beaucoup de programmes au Québec, justement, qui va dans les écoles d'en parler, mais il y a d'autres façons aussi de le faire. Puis c'est de sortir de cet élément-là, puis parce que justement, on est limité, on peut pas aller dans les écoles. Comment qu'on peut faire? On peut aller, les enfants, les jeunes maintenant sont tous sur ces. J'ai 6 neveux nièces, puis sont bien meilleurs que moi en technologie. Fait que trouver un moyen de les attirer vers la technologie s'il faut. Tu sais, je veux dire, c'est plate. Au début, j'étais, ah non, mais là, c'est la façon de le faire. Puis, on commence là, puis tranquillement, pas vite, je veux dire, continuer, nous, à faire notre parcours, puis démontrer c'est quoi être une femme forte dans notre sport et passionnée. Et je veux dire, justement, puis le faire pour le plaisir, comme Jen, on a dit tantôt, jour par jour, faire quelque chose pour son plaisir. Je veux dire, être passionné dans, tu sais, j'ai essayé, moi, le plongeon une journée. J'ai lâché ça. Mais au moins, je l'ai essayé. Tu sais, je veux dire, j'ai le vertige. Je vous donne le chapeau. C'est sûr, je le ferai jamais de ma vie encore, mais l'essayer puis de voir. Tu sais, le skate, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, mais pas un, tu sais, je veux dire, l'essayer. Puis je pense que si on essaie tous les sports, un moment donné, on va trouver quelque chose qui nous appartienne ou qu'on est passionné ou que vraiment c'est quelque chose qui pourrait être notre avenir. Mm-hmm. Jen? Moi, je vais vraiment y aller dans une différente atmosphère. Puis, c'est juste de montrer ici, moi, je pense que Rose, je te connais depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Christina, la même chose. On se côtoie depuis plusieurs années. Puis ça devient notre monde à nous, même si on n'est pas dans le même sport. Bien, c'est des personnes que tu côtoies. Les sports amateurs, c'est des gens qui se suivent dans n'importe quel sport à travers des compétitions. Puis ça devient des amis, une famille, des gens sur qui que tu peux te relier. Puis, malgré tout, on se comprend, même si c'est des sports différents. Donc, moi, je pense que comment on peut aller sensibiliser ça, c'est vraiment d'aller chercher une appartenance en essayant d'autres sports, mais en commençant jeune aussi. Ça doit venir certains des parents. Parce qu'un enfant comme moi, quand j'ai commencé à l'âge de 4 ans, c'est sûr que ça venait de mes parents. C'est pas moi qui ai juste dit, ben, je veux aller plonger comme ça. Mais c'est vraiment d'encourager les jeunes à bouger. Puis c'est pas juste pour faire. Moi, mes parents, ils n'ont jamais dit, on va te mettre dans le plongeon pour que tu ailles aux Jeux olympiques. Non, ils m'ont mis dans le plongeon. C'est pas le même. Moi non plus. Ouais, c'est ça. C'est juste, on va te mettre dans un sport, un peu comme Christina l'a dit, on va te mettre dans un sport pour voir si tu aimes ça. Puis si tu aimes ça, ben, on va t'encourager à continuer, puis tu te rendras où est-ce que tu vas te rendre, mais en même temps, tu vas connaître d'autres gens, tu vas connaître la persévérance, plein de choses que un jour va te rattraper dans la vie quand tu vas être plus vieux. Ça va t'apprendre aussi des saines habitudes de vie, une alimentation aussi saine et tout. Donc, c'est vraiment, ça l'englobe tout ce que quand tu es une adulte, tu recherches dans la vie, quelque chose de sain. Puis je pense que c'est vraiment là que j'irais plus sensibiliser. Puis en même temps, on va se le dire, on voyage à travers le monde, on se côtoie aussi à travers le monde. C'est des expériences qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vivre autres que les athlètes. Mm-hmm. C'est une merveilleuse façon d'expliquer ça, puis de passer le message, de dire de ne pas se décourager, de croire en son potentiel, en ses rêves, même s'il y a 100 000 personnes qui vont te dire non, tu n'es pas capable. Il faut se concentrer pour trouver les gens autour de soi qui vont nous élever dans tout ce qu'on veut accomplir. Et vous l'avez bien fait dans votre carrière et vous continuez de le faire. Je veux prendre le temps de saluer les gens qui nous ont fait un petit coucou sur Facebook. Il y a Marilyn Plante qui nous dit femme forte, Sylvie Jacques qui a un coup de cœur inspirant, inclusif, Claude Bouvier qui dit que c'est une merveilleuse réunion d'athlètes et un beau bonjour à Olivier Bertrand également. Merci de votre temps aujourd'hui. C'est sûr qu'on aimerait ça se côtoyer, se voir et
Mais écoutez, on devient des professionnels du virtuel. Puis justement, ben, c'est une belle façon d'ouvrir la discussion puis d'inspirer comme on peut dans des temps plutôt particuliers et difficiles pour certains. Je vois que Jen, tu es à l'entraînement, donc c'est une bonne nouvelle. Oui. Oui, et ben encore une fois, merci beaucoup. Il y aura d'autres discussions comme ça le 12 novembre prochain. Ce sera un tout autre panel d'athlètes pour discuter de la place des femmes dans le sport. Puis ben je termine en vous disant de rester prudent et de bouger comme vous pouvez à la maison ou dans le petit parc tout seul. Merci beaucoup et à bientôt. Bye. Salut. Salut.